Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Vous m'excuserez, je crois que je suis en train de tomber malade, vous verrez que ma voix des fois, elle part un petit peu en steak. Mais j'espère que ce sera pas trop désagréable. Je reviens de Paris, vraiment j'ai passé un séjour incroyable. Je me suis promené, j'ai rencontré les équipes Spotify, enfin c'était juste trop cool. Et tout ça, je le vis grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Je vais pas vous raconter plus de blabla que ça, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Clara. Notre amie, au moment des faits, elle a 22 ans et elle est très épanouie dans sa vie. Elle est à la fac où elle étudie la psychologie de l'enfant et à ce moment-là, tout se passe très bien pour elle. Elle a de bonnes notes et elle a un bon groupe de potes avec qui elle s'entend super bien. Ils adorent sortir tous ensemble en dehors des cours, mais vous allez voir que l'histoire, elle va basculer assez rapidement. Tout commence un samedi soir. Généralement, le samedi, Clara, elle n'a pas cours, alors elle passe sa journée à se reposer tranquillement chez elle et elle est trop contente parce qu'elle sait que le soir, elle va rejoindre ses potes pour aller au cinéma. Et ses potes, en fait, c'est un petit groupe de 4 personnes avec qui elle s'entend extrêmement bien, donc généralement elle passe de très bons moments. Clara, elle n'habite pas tout à fait au centre-ville, alors pour y aller, elle décide de prendre sa voiture. Évidemment, ses amis, ils sont comme moi, ils n'ont pas le permis. Et oui, à 27 ans, je n'ai pas encore le permis. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que j'ai mis la priorité sur d'autres choses, notamment ma chaîne YouTube, et qu'aujourd'hui j'en ai juste pas besoin. Vous me dites un endroit à une heure, j'y serai à l'heure où vous m'avez dit. Enfin bref, ses potes, ils sont comme moi, ils n'ont pas le permis, du coup, Clara, elle va les chercher. Elle se met en route, elle récupère ses amis un à un. À un moment, ils sont au complet et ils peuvent enfin se diriger vers le cinéma où ils ont décidé d'aller ce soir. Clara nous raconte que malheureusement, il pleut à mort. Du coup, elle voit que dalle à travers son pare-brise. À un moment, ils sont dans un petit tunnel qui est très long et très sombre. Et quand ils en sortent, ils perdent directement la connexion. En fait, le GPS, il ne fonctionne tout simplement plus. Et Clara, elle est complètement perdue, elle ne sait plus quelle route emprunter. Et c'est là que les galères commencent. L'écran affiche juste une petite flèche qui tourne en rond et qui dit pas de réseau, comme s'il essayait de se reconnecter. Un de ses potes, qui est dans la voiture, lui dit que ce n'est pas grave, et que lui, il connaît la route pour se rendre au cinéma, donc ça ne pose pas de problème. Sauf qu'avec le temps qui est juste atroce et la visibilité qui est extrêmement mauvaise, eh bien, le groupe d'amis finit par se perdre pour de bon. Tout le monde donne des indications différentes, et franchement, Clara, elle est complètement paumée. En plus de ça, ils ne font que tourner en rond, et il y a un bordel pas possible dans la voiture parce que tout le monde parle. Après avoir tourné en rond pendant une vingtaine de minutes, les jeunes sont complètement dégoûtés parce qu'ils viennent de rater leur séance de cinéma. Ce pourquoi ils sortent à la base ce soir-là. Franchement, c'est trop chiant parce qu'ils ont payé à l'avance sur internet, et là, c'est mort, ils savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à l'heure pour le début de la séance. Mais, au bout d'un moment, ils finissent enfin par arriver sur une route qui leur dit quelque chose. C'est une petite route de campagne, mais ils savent à peu près comment rejoindre la ville. Clara, elle accélère gentiment, elle se dit qu'il y a un monde où ils arrivent à l'heure, parce que peut-être que les pubs au début vont durer assez longtemps pour que voilà, ils aient le temps de s'asseoir et de profiter du film. Donc, elle appuie sur le champignon. Mais, malheureusement, elle aurait jamais dû faire ça. Clara nous raconte qu'elle ne roule même pas si vite que ça. La limitation est à 90 et elle est à 60, parce qu'elle sait bien qu'à l'extérieur, il pleut, que ça glisse, mais tout à coup, c'est le drame. Il y a un animal, on pense à une biche, qui traverse la route d'un seul coup, et Clara, pour l'éviter, elle donne un gros coup de volant. Évidemment, tout le monde à l'intérieur de la voiture hurle de peur, et sans même comprendre ce qui leur arrive, eh bien, tout le groupe arrive dans un petit ravin. Heureusement, personne n'est blessé gravement, il y a quelques égratignures, mais autant vous dire qu'ils ont eu la peur de leur vie. Une fois que la voiture est arrêtée, tout le monde se demande s'ils vont bien, si personne n'est blessé. La première réaction qu'ils ont, c'est de regarder leur téléphone pour essayer d'appeler à l'aide, mais presque personne n'a de batterie. Et le pire, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de contacter leurs parents, étant donné qu'il n'y a toujours pas de réseau dans la petite campagne où ils sont. La voiture, elle est un petit peu abîmée, donc voilà, c'est matériel. Le plus important dans tout ça, c'est que le groupe n'ait pas de blessures graves. Maintenant, la grande question que le groupe se pose, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir contacter quelqu'un? Ils commencent un peu à paniquer en se disant que leurs parents ne vont pas les chercher tout de suite, étant donné qu'ils sont au cinéma, donc ça met un petit coup de stress. En plus, pour couronner le tout, il pleut comme pas possible, et il fait nuit noire, donc autant vous dire que ça n'arrange pas les choses. Là, le groupe ne sait juste pas quoi faire, mais par pur miracle, ils voient une voiture au loin qui s'avance vers eux. Cette voiture, elle a les phares allumés, ils ont même l'impression que c'est une voiture de police. Elle s'approche de plus en plus et elle ralentit à côté de leur voiture qui est accidentée. Un homme en uniforme de policier descend de cette voiture et il s'avance gentiment vers le groupe. Clara et ses amis, logiquement, ils sont super soulagés. Ils s'apprêtent à raconter l'accident à ce monsieur et à lui expliquer justement qu'ils ont besoin d'une dépanneuse, etc. Mais le comportement de cet homme, il va être tout l'inverse de ce qu'on attend dans ce genre de moment. Il va rester très froid,
sans aucune émotion, et il va leur demander les papiers du véhicule, mais d'une façon très sèche. Clara, elle se dit que ce n'est pas grave et que ça doit être la procédure qu'ils doivent suivre, mais quand même, il y a un groupe de jeunes qui vient de tomber dans un ravin, et le policier ne leur demande même pas comment ça va, ou même si quelqu'un a besoin d'assistance. Bon, voilà, elle se dit que c'est la procédure. Clara, elle se précipite dans sa boîte à gants pour trouver les papiers et les tendre au policier. Le gars, il regarde les papiers en étant très sceptique. Il les inspecte vraiment comme si elle n'était pas en règle alors qu'elle l'est totalement. En fait, Clara, elle a la sensation que le policier pense qu'elle a fait exprès de provoquer cet accident. Mais vous imaginez bien, normalement, personne ne fait ça par plaisir. À un moment, le gars lui met sa lampe de poche en plein dans les yeux et il l'aveugle complètement pendant quelques secondes. Il fait le tour de Clara et ses amis sans dire un mot, en leur mettant la lampe de poche dans les yeux un par un. Personne à ce moment-là ne comprend trop ce qui se passe, parce que, on va dire, le premier rôle d'un policier, c'est de faire sentir les gens en sécurité, mais ils vont vite comprendre qu'avec ce policier-là, ce n'est pas la même chose. Un des potes de Clara va parler et il va commencer à lui dire « Écoutez monsieur, notre GPS a lâché. » Et là, le policier l'arrête sec en lui disant « Toi, ta gueule, je t'ai rien demandé. » On est d'accord, c'est un petit peu violent pour un policier, surtout dans un moment comme ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle violence? Naturellement, les jeunes sont tétanisés parce que c'est la première fois qu'ils se font arrêter par la police et ils ont vraiment cette impression que le policier, il n'est pas de leur côté et qu'il veut les faire culpabiliser ou même les interpeller pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Et le policier, il hausse le ton et il leur dit « Ouvrez-moi ce putain de coffre tout de suite ». Clara, elle capte rien, elle s'exécute, elle va à l'arrière du véhicule et juste avant d'ouvrir le coffre, elle lui dit « Monsieur, on n'a rien fait, on a juste besoin d'aide. Est-ce que je peux par hasard savoir pourquoi vous voulez qu'on ouvre le coffre ?» C'est là que les choses vont commencer à déraper parce que le gars, il s'en prend à elle et il lui met une énorme gifle. Il lui dit qu'elle ne doit pas poser de questions, elle doit juste obéir. Et là, tout le monde dans la voiture est complètement paniqué. Parce qu'ils se disent, mais depuis quand un policier a le droit de frapper quelqu'un comme ça sans raison? Clara, elle est tellement abasourdie que sa seule réaction, c'est d'ouvrir le coffre pour lui faire comprendre que ce ne sont pas des délinquants et qu'ils n'ont absolument rien à cacher. Elle se dit qu'avec ça, ça va peut-être faire en sorte qu'il se calme, sauf que on dirait que c'est encore pire. Quand le policier voit le coffre vide, il leur demande par le plus grand des hasards « Est-ce que vous ne seriez pas en train de me prendre pour un con ?» Dans la voiture, personne ne comprend ce que ce policier est en train de chercher, et lui, eh bien, il se met à retourner tout l'intérieur de la voiture. Clairement, il met tout sans dessus-dessous et il fouille même les sacs des jeunes. Comme il n'a rien trouvé, il ressort de la voiture et d'un coup, il leur dit « Donnez-moi vos téléphones portables. » Évidemment, avec l'adrénaline et la peur, tout le monde donne son téléphone. Et là, le policier fait un move que personne comprend. Il prend les téléphones et il les jette dans le ravin. Logiquement, il y a un garçon du groupe qui commence à péter un câble et qui lui dit « Mais gros, c'est quoi ce bordel ?» Tout à coup, le policier va faire un move qui est extrêmement dangereux. Il sort son arme et il la pointe sur lui. Tout le monde est absolument tétanisé. Il n'ose plus bouger d'un poil. Et là, Clara, elle sent que ça va pas tarder à partir en vrille. Le gars qui se fait pointer une arme sur lui, il a tellement peur qu'il est littéralement en train de se faire dessus et il se met carrément à genoux en suppliant le policier de ne pas tirer. Dites-vous qu'à ce moment-là, il y a un gars qui est à genoux avec une arme pointée sur lui, qu'il pleut, qu'il y a de l'orage, qu'il fait nuit, avec un policier qui semble avoir complètement perdu la boule. La situation, on est d'accord, elle est pas top. Tout à coup, ce fameux policier se met à rire en regardant le jeune être complètement paralysé et d'un coup, il arrête de pointer son arme sur lui. Le groupe comprend très vite que au moindre pas de travers, ça peut très vite dégénérer, alors tout le monde se tait et personne ne dit rien. À partir de ce moment-là, chaque membre du groupe subit un interrogatoire et le policier leur demande de se mettre tous en ligne pour qu'ils puissent bien les observer. Et là, le policier leur pose tout un tas de questions. Quel est leur prénom? Quel est leur nom? Leur âge? Où est-ce qu'ils habitent? Il veut absolument tout savoir. Mais les membres du groupe se rendent assez vite compte qu'il a l'air obsédé par une chose en particulier, c'est de savoir s'ils ont l'habitude de consommer de l'alcool ou des substances un petit peu particulières. Et ils ne comprennent pas parce que personne dans ce groupe n'a touché à quoi que ce soit. Donc pourquoi est-ce que ce policier, il tiendrait autant à savoir s'ils ont fait des choses illégales? Là, on est d'accord, ça n'a pas vraiment de sens. Et là, dites-vous que Clara et ses potes, ils sont au bord d'une route, trempés, à genoux devant un policier et ils sont impuissants. En plus de ça, ils n'ont plus de téléphone parce qu'il les a jetés dans le ravin. Leur voiture ne peut plus rouler, donc ils commencent gentiment à comprendre que c'est la merde. Le policier, il fait les 100 pas devant eux en faisant des allers-retours et il ne dit pas un mot. Il se contente juste de les fixer avec un regard très sombre et tout à coup, il leur dit de lever les bras et de les laisser en l'air comme ça. Les jeunes s'exécutent, mais au bout d'un moment, une amie de Clara, elle lâche, ses bras retombent et là, elle va vite comprendre que ça va le mettre dans une colère
terrible. Le policier commence à l'insulter de tous les noms, il l'humilie devant tout le monde et il va même lui donner un coup de pied dans les côtes. L'amie de Clara, elle tombe à terre où elle va rester pendant quelques instants avant de se remettre à genoux devant lui tout doucement. Clara, elle comprend à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que ce mec est un vrai flic ou pas? On ne sait pas encore, mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit agir parce que les choses vont vraiment dégénérer dans très peu de temps. À un moment, elle nous raconte qu'elle parle au policier, mais elle ne sait pas vraiment ce qu'elle est en train de faire. Elle lui dit « Monsieur, je crois que j'ai ce que vous cherchez. » Les yeux du policier à ce moment-là, ils s'illuminent et il lui dit directement « Montre-moi ça ». À ce moment-là, elle nous dit que dans sa tête, c'est le chaos parce que elle n'a rien et elle ne sait pas ce qu'elle va faire dans les prochaines secondes. Elle est en improvisation totale et elle, ce qu'elle veut, c'est juste se barrer de là le plus vite possible. Elle se lève, elle emmène le policier vers le coffre, elle l'ouvre et elle lui montre. Sauf que, qu'est-ce qu'elle est en train de lui montrer? Eh bien, c'est comme avant, c'est le coffre qui est totalement vide. Vous vous en doutez, le policier, il pète un câble et c'est limite s'il commence à frapper Clara. Il lui hurle dessus en lui disant « T'es en train de me prendre pour un con, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, c'est hors de question ». Clara, elle essaye de gagner du temps en lui disant « Non mais fouille toute la voiture parce que je te promets que ce que tu cherches, c'est à l'intérieur. Mais malheureusement, je ne sais plus où exactement. » Plus le temps avance, plus le policier est énervé. Il regarde partout, il fouille la voiture de fond en comble. Et en fait, au moment où Clara, elle a emmené ce policier vers le coffre, ses potes, eux, ils ont tout de suite compris qu'elle faisait diversion pour que l'un d'entre eux ait cherché un téléphone qui se situe dans le ravin à quelques mètres d'eux. Parce que souvenez-vous, il les a pris et il les a lancés. Et par miracle, lorsqu'un des jeunes a récupéré son téléphone, il y a enfin 1 ou 2 barres de réseau. Il appelle donc discrètement la police et il leur demande de les localiser en leur disant qu'ils sont en grave danger. Pendant que le faux ou vrai policier, on ne sait pas trop, eh bien, il est en train de hurler sur Clara en lui disant qu'elle va regretter de s'être moquée de lui. Et peut-être qu'elle en payera même le prix de sa vie. À ce moment précis, Clara, elle se dit, mais il y a peu d'espoir qu'on sorte vivant de cette situation parce que ce mec, il a pas l'air vraiment policier, enfin c'est très bizarre. En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il est extrêmement violent, au point de pointer une arme sur quelqu'un. Mais pile au moment où elle se dit ça, au loin, elle distingue des phares d'une voiture. Le gars, il se retourne, il les voit également, et là, il fusille chaque membre du groupe un par un du regard. Il s'empresse de remonter dans sa voiture et il se barre sans rien dire. Quelques toutes petites secondes après, c'est une autre voiture de police qui arrive. Vous vous en doutez bien, les jeunes, ils sont très méfiants par rapport à ce qui vient de se passer. Ils veulent simplement être à l'abri. Là, un des membres du groupe a le bon réflexe, je pense. Il leur demande, écoutez, on vient de vivre une situation extrêmement terrifiante. On peut vous raconter sans problème ce qu'il vient de se passer. Par contre, on ne va pas le faire ici, étant donné qu'il pleut, il a de l'orage et il fait nuit, et que on ne sait pas vraiment si vous êtes policier. Donc, l'idéal pour nous serait de nous emmener au commissariat, et là, une fois qu'on y est, on vous raconte tout. Les policiers n'y voient aucun inconvénient, ils prennent la route et ils arrivent enfin au commissariat le plus proche 15 minutes après. Quand les jeunes commencent à parler, personne n'en croit ses oreilles. Mais bizarrement, quand les policiers écoutent leur histoire, ça ne semble pas leur paraître plus étrange que ça. Non pas parce qu'il cautionne le comportement de ce policier envers les jeunes, mais parce qu'en fait, il y a eu plusieurs plaintes de ce genre au cours des 6 derniers mois, et que visiblement, ce ne sont pas les seuls jeunes qui ont été agressés. Alors l'autre groupe n'a pas eu d'accident de voiture, comme Clara et ses amis. Ils étaient juste sur la route et ils se sont fait suivre par une voiture de police qui leur faisait signe de se ranger sur le côté. Leur voiture a aussi été fouillée de fond en comble, et les jeunes ont été agressés et humiliés en plein milieu de la nuit. Et apparemment, il s'agirait de ce même policier. La police, elle a pu établir un portrait robot. Et bizarrement, ce portrait robot, il ressemble étrangement à quelqu'un qu'ils connaissent tous très bien dans le secteur. Et cette personne, ce n'est autre que leur chef. Et le plus drôle, entre guillemets, dans tout ça, c'est que le chef, apparemment, il est très impliqué dans cette affaire d'agression. Et sa priorité, c'est de retrouver le coupable. En fait, il fait probablement ça pour que personne n'ait de doute sur lui. Mais alors pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Quel est son but de terroriser des gens sur la route? Eh bien ça, on ne le sait pas. Le lendemain matin, lorsqu'il est retourné au travail, comme d'habitude, le chef de la police, il est arrêté, et autant vous dire qu'il a eu le privilège de subir de très longs interrogatoires. Au début, visiblement, il a tout nié, mais ensuite, il a préféré être honnête et révéler la vérité, parce que oui, l'homme que tout le monde recherche, c'est bel et bien lui. Et franchement, mes amis, ces explications, elles donnent la chair de poule. Le chef de la police raconte que, malheureusement, sa fille de 18 ans est décédée sur la route 1 an plus tôt. Elle venait tout juste d'avoir le permis et ce soir-là, elle rentrait d'une soirée chez une copine et à un moment, sur la route, une voiture l'a percutée en pleine face. C'était un samedi soir, alors après avoir enquêté un peu, le chef de la police en a déduit que
les assassins de sa fille, étaient probablement des gens qui avaient bu de l'alcool et sûrement pris des stupéfiants. Donc c'est pour ça qu'il a cherché dans le coffre des jeunes à la recherche d'alcool ou de substances bizarres qui pourraient justifier leur accident qu'ils ont eu ce soir-là. Les personnes qui ont foncé dans la voiture de sa fille, ils ont réussi à se remettre sur la route et ils ont fui les lieux. Tout ça, ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore été retrouvés. Et pire que ça, vraiment ça doit être terrible pour le papa, l'affaire a été classée sans suite. À cause de ce, entre guillemets, classement sans suite, le chef de la police, il a clairement pété un câble et il a voulu continuer à mener sa propre enquête tout seul dans son coin sans l'aide de personne. Il est retourné tous les soirs sur cette route en espérant croiser les gens qui avaient ôté la vie de sa petite fille. Donc on comprend mieux son comportement envers les jeunes qui se baladent sur la route. En fait, s'il leur mettait la lampe de poche dans les yeux, c'était tout simplement pour examiner leurs pupilles, pour voir si elles ne sont pas dilatées parce que c'est synonyme qu'ils ont pris des choses un petit peu bizarres. Et en fait, son plan à lui, c'était surtout d'effrayer tout le monde pour qu'ils avouent le crime. Personnellement, je comprend un petit peu ses agissements. Alors après, on est d'accord, c'est un policier, il n'a pas à faire ça. Et surtout qu'on peut se dire, il y a quand même très peu de chances que son stratagème fonctionne, parce que si ça se trouve, c'est des gens qui étaient de passage sur cette route. Peut-être qu'ils n'habitent même pas du tout la région, donc il y a quand même très peu de probabilité que ça fonctionne. Pendant son procès, ce policier a expliqué que retrouver ces personnes, c'est devenu sa raison de vivre, que vraiment, le matin, lorsqu'il se lève, c'est son seul objectif de la journée. Grâce à sa propre enquête qu'il menait, en fait, ça lui permettait de moins ressentir la douleur d'avoir perdu sa fille. Parce qu'il avait l'impression d'avoir une nouvelle mission, que c'était de la venger, pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. Après cette expérience, Clara et ses amis ne sont pas bien du tout pendant des semaines. Cette sortie au cinéma, qui à la base devait être une sortie banale, s'est transformée en un véritable enfer. Mais au moins, c'est grâce à eux que ce policier a pu être démasqué. Mais malheureusement, ils en gardent des séquelles parce qu'évidemment, l'histoire est triste. Cet homme, à la base, il voulait juste retrouver les criminels qui avaient enlevé la vie de sa fille. Mais Clara et ses potes, eux, ils n'y sont pour rien du tout. Ils se sont tout simplement retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, c'est juste la faute à pas de chance. Voilà, j'espère que cette première histoire vous a plu. Je l'ai trouvée vraiment intéressante parce qu'on a une mécanique qui fait bien flipper tout le long de l'histoire. On ne sait pas si c'est un réel policier ou pas. Et en fait, le fond de l'histoire, il est quand même assez triste. C'est un policier qui a perdu sa fille et qui pensait bien faire en essayant de faire peur à tout le monde. Sauf que de l'autre côté, Clara et ses potes, eux, ils ont vécu une véritable histoire d'horreur. J'espère donc que cette histoire elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire. Et moi, je vous propose de passer à la deuxième. Attendez un petit peu avant que je vous la raconte. Ouvrez votre application Instagram. Vous tapez mon nom, Melvin Fogelsang, MELVYNVOGELSANG. Vous allez sur mon compte et paf, vous cliquez sur ce bouton bleu suivre. Comme ça, vous êtes abonné à moi et on pourra discuter. Vous verrez toutes les stories que je vais poster. Typiquement, quand j'étais à Paris ce week-end, j'ai mis plein de photos. Alors après, c'est pas des trucs très recherchés, si je peux dire, mais au moins vous en saurez beaucoup plus sur moi et ça crée une sorte de lien de proximité qu'on n'a pas forcément à travers des vidéos. Voilà, je vous ai fait ma pub comme au cinéma. Faites un petit stock de nourriture, reprenez une boisson et on est parti. Cette deuxième histoire, c'est celle de Elise qui a 32 ans au moment des faits. Ça fait 8 ans qu'elle est avec son mari, 5 ans qu'ils sont mariés et 10 mois qu'ils sont les heureux parents d'un petit bébé. Avant d'avoir son fils, Elise bossait à temps plein dans un cabinet dentaire. Elle faisait du sport, elle voyait souvent ses copines et surtout, elle aimait beaucoup bouger. Mais depuis qu'il est né, forcément, tout tourne un petit peu autour du bébé. C'était vraiment un rêve qu'ils avaient avec son mari d'avoir un enfant. Donc ils sont vraiment très heureux, mais c'est vrai que ça change beaucoup la vie. Elise, elle nous raconte qu'elle se lève pour lui, elle s'endort pour lui et en fait, tout ce qu'elle fait dans la journée, finalement, c'est pour lui. Le matin, elle jongle entre le biberon, les couches, le petit déjeuner équilibré qu'elle essaye de préparer, même si elle n'a pas trop le temps de le faire parce qu'elle doit aller travailler. Heureusement, en ce moment, elle est à temps partiel, donc ça lui permet de passer du temps avec sa famille et de s'occuper correctement de son enfant. Elise, à ce moment précis, mentalement, elle est un petit peu crevée, mais elle tient le coup. Elle court partout, mais ça ne la dérange pas plus que ça, c'est devenu normal dans sa nouvelle vie. Et c'est ce dont elle a rêvé pendant plusieurs années, donc elle ne s'en plaint pas. Son mari, lui, il travaille beaucoup parce qu'il est à son compte, donc il part souvent tôt le matin et il rentre tard le soir. Le couple s'entend bien, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est une période assez compliquée parce qu'ils sont tous les deux très fatigués et un tout petit peu sur les nerfs. Parfois, ça leur arrive de se disputer pour des conneries du genre qui n'a pas fait le lave-vaisselle ou qui a oublié les couches dans la voiture. Mais malgré ça, les deux amoureux sont fous l'un de l'autre. C'est juste qu'ils n'ont plus le temps de trop se le dire ou de se le montrer, mais c'est rien de très grave. Elise, dans la vie de tous les jours, apparemment, c'est quelqu'un de très organisé. Elle fait des listes pour tout et n'importe quoi, style les courses, les repas, les trucs à faire avant le week-end, ou même les trucs qu'il faut laver, enfin, elle fait des listes pour absolument tout. Le jeudi, pour elle, par exemple, c'est toujours le jour des courses. Elle adore faire ça ce jour précisément, parce que comme ça, elle sait que pour le week-end, elle est tranquille. Elle
se rend toujours dans le même magasin, elle a toujours le même itinéraire dans les rayons et elle achète toujours les mêmes produits. Elle nous explique qu'elle aime bien cette routine parce qu'elle n'a pas besoin de réfléchir et quand on a un bébé en si bas âge, on doit vraiment bien gérer son temps. Du coup, elle sait exactement où aller, ce qu'elle doit acheter et combien de temps ça va lui prendre. L'histoire commence justement un jeudi matin et vous allez voir qu'à aucun moment, Élise n'aurait imaginé vivre un tel enfer pendant une journée qui devait, à la base, être extrêmement banale. Ce jeudi matin-là, Élise nous raconte qu'elle se prépare vite fait pour aller au supermarché. Elle se prépare, elle met un petit jeans et un pull et surtout, elle n'oublie pas de prendre sa liste de courses qui se trouve sur le comptoir. Elle prend ses sacs, elle installe son fils dans le siège auto de la voiture et ils s'en vont pour faire les courses tous les deux. Élise, elle adore y aller le matin parce qu'elle sait qu'il n'y a pas trop de monde et que ça va être agréable. Enfin, plus agréable que de les faire en fin d'après-midi ou un samedi. Elle arrive donc sur le parking, elle se gare toujours à la même place, qui se trouve près des caddies, c'est pratique. Elle sort son fils de la voiture et elle l'installe correctement dans le chariot et enfin, il rentre dans le magasin. Elle connaît chaque rayon sur le bout des doigts, donc normalement, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Elle commence, comme à son habitude, par les fruits et légumes, ensuite le rayon bébé, puis les produits d'entretien. Dans sa tête, tout son itinéraire est tracé. Elle nous donne une petite précision qui au début va peut-être vous paraître très inutile, mais par la suite, vous allez voir que ça a toute son importance. Élise, elle nous raconte qu'à un moment, elle s'arrête au rayon gâteaux. Elle repère ses biscuits préférés, c'est des petits gâteaux italiens qu'elle trouve rarement ici. Là, elle hésite entre deux paquets, elle compare les prix, la quantité, et quand elle se retourne au bout d'une toute petite minute, le caddie n'est plus là. Au début, elle regarde tout autour d'elle. Elle se dit que quelqu'un a dû le pousser sans le faire exprès et qu'il ne doit pas être bien loin. Elle avance, mais il n'y a rien. Le rayon est complètement vide. Autant vous dire qu'il ne lui faut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'elle a perdu son fils et elle se met immédiatement à paniquer comme pas possible. Elle commence à appeler son bébé par réflexe, mais évidemment personne ne répond parce que je vous le rappelle, c'est un bébé. Elle court dans les allées comme une folle pour essayer de le retrouver, mais malheureusement, elle ne le voit pas. Comment est-ce que c'est possible? Elle s'est retournée à peine une minute et surtout, elle n'a jamais rien entendu. Elle se met à courir partout. Elle demande à une femme « Excusez-moi, vous avez pas vu un caddie avec un bébé dedans ?» La femme la regarde comme si elle ne comprenait pas la question et elle lui répond un truc du style « Non madame, je suis désolée ». Et Élise, elle repart en courant. Elle retourne sur ses pas. Elle essaye de se souvenir du bruit, de la direction, de n'importe quoi qui pourrait l'aider. Parce que elle se dit, c'est pas possible, un caddie ça ne peut pas disparaître comme ça. Et c'est comme si son cerveau à ce moment-là, il refuse d'accepter ce qu'il comprend déjà. Elle arrive vers le rayon boulangerie, il n'y a rien. Elle fonce au rayon frais, il n'y a rien non plus. Elle commence à crier parce que là, c'est la panique qui prend le dessus. Elle crie le prénom de son fils, elle appelle à l'aide en hurlant de toutes ses forces et de toute sa voix. Et évidemment, ça résonne dans tout le magasin. Les gens se retournent vers elle, personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Il y a même une employée qui s'approche d'elle et elle lui demande « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Élise est en pleurs et elle raconte qu'on vient de lui prendre son caddie avec son bébé et que quand elle s'est retournée une petite minute, il n'était plus là. L'employé court prévenir la caisse centrale et en quelques secondes à peine, toutes les portes du magasin sont fermées. À un moment, la sécurité arrive et tous les employés se mettent à chercher le fils d'Élise. Notre amie, elle se répète à elle-même que ce n'est pas possible et qu'elle va le retrouver très vite. Elle a franchement l'impression que son cœur, il va sortir de sa poitrine et qu'elle va mourir. Et il y a cette question qui tourne en boucle dans sa tête. Comment ça se fait qu'elle n'ait rien entendu? Notre amie, elle veut sortir sur le parking et aller voir dehors si elle voit quelque chose. On essaye de la retenir, du coup elle force le passage, elle traverse la file des caisses, elle bouscule les gens et elle sort dans le parking extérieur. Elle commence à regarder partout pour voir s'il remarque quelque chose de spécial et c'est à ce moment précis qu'elle pense voir un truc. Elle remarque un caddie au loin qui ressemble bizarrement au sien. Elle s'approche légèrement pour espérer voir précisément ce qu'il y a dedans. Et elle remarque très vite les deux petits paquets de gâteaux italiens qu'elle avait mis dedans 15 minutes plus tôt. C'est ce fameux détail, entre guillemets, inutile qu'elle nous a donné au début de l'histoire, qu'elle a eu la certitude que ce caddie, c'était le sien. Le plus gros problème par rapport à ça, c'est que dans ce caddie, il n'y a aucun enfant qui est à l'intérieur. Elle a une sorte de pressentiment qui l'envahit et elle suit la personne qui est en train de ranger ses courses dans sa voiture. Elle se dit que c'est peut-être juste une coïncidence et que si ça se trouve, elle cherche pas du tout au bon endroit. Mais quand la femme se met au volant et qu'elle commence à démarrer, le cœur de notre amie Élise, il lâche complètement parce qu'elle voit sur le côté passager dans un cosy un petit bébé. Bien qu'elle soit assez loin et qu'elle ne voit pas précisément les traits de son visage, etc., elle en est
sûre et certaine, le bébé qu'il y a dans sa voiture, c'est son enfant. En fait, elle avait vu cette dame dans le magasin quand elle faisait ses courses. Et une chose est sûre, c'est qu'Élise, elle se souvient que cette personne n'avait pas d'enfant avec elle. Elle comprend donc tout de suite qu'il faut qu'elle retourne dans le magasin pour prévenir quelqu'un, sinon elle va probablement perdre son enfant et elle risque de ne plus jamais le revoir. Sauf que à ce moment-là, elle se dit « j'ai pas le temps, enfin je vais perdre du temps si je vais dans le magasin prévenir ». Du coup, elle monte dans sa voiture et elle essaye tant bien que mal de suivre cette femme sur la route. Elle arrive à peine à voir la route tellement elle pleure. Elle appelle son mari en haut-parleur pour lui expliquer la situation. Elle lui dit que quelques minutes plus tôt, une femme est partie avec leur bébé et qu'elle va lui partager sa localisation pour qu'il puisse la rejoindre où cette femme est en train d'emmener l'enfant. Elle raccroche très vite parce qu'elle n'a pas envie de perdre de vue la voiture qu'elle est en train de suivre. Et à ce moment-là, Élise nous raconte qu'elle se rend même pas compte de ce qu'elle fait sur la route. Elle grille des stops, elle grille des feux rouges, elle est à 2 doigts d'écraser des piétons, mais elle n'a pas le choix parce qu'elle sait que si elle laisse filer cette voiture, son enfant, il est perdu à tout jamais. Elle essaye quand même de laisser un petit peu de distance avec la voiture pour qu'elle ne se fasse pas cramer, mais autant vous dire que c'est très dur et qu'elle a qu'une seule envie, c'est de lui foncer dedans, d'aller lui mettre une ou deux droites et de récupérer son fils. À un moment, elle se demande où est-ce qu'elle est en train d'emmener son enfant et c'est au bout de 40 minutes de route que la voiture devant Élise tourne dans un petit endroit. C'est une route minuscule avec plein de cailloux et remplie de boue. Et là, Élise, elle comprend très vite qu'elle va gentiment arriver à l'endroit où cette femme sortira l'enfant. Donc, elle reste à l'entrée de cette route pour que cette fameuse dame ne voit pas qu'elle est suivie. Élise, elle attend 5 petites minutes et elle sort de sa voiture pour continuer à pied. Elle marche une dizaine de minutes et elle tombe enfin sur la voiture de cette femme qui se trouve devant une maison. Alors, le terme maison est peut-être un petit peu fort, c'est une vieille cabane en bois toute pourrie qui semble même abandonnée depuis un certain temps. En tout cas, c'est ce que l'extérieur laisse paraître. Elle appelle à ce moment-là son mari pour lui demander dans combien de temps il arrive et lui, il lui répond que d'après le GPS, il sera là dans approximativement 7 minutes. Et là, même si son mari lui hurle au téléphone de ne pas rentrer dans cette maison avant qu'il n'arrive, Élise, elle a tellement peur que cette femme fasse du mal à son bébé qu'elle ne l'écoute pas. Elle s'approche tout doucement de la maison et elle regarde par la fenêtre pour voir si elle peut apercevoir quelque chose. Et là, mes amis, ce qu'elle va voir, ça va complètement lui glacer le sang. Elle voit une parfaite inconnue porter son bébé dans ses bras et lui chanter une chanson. Cette femme, elle caresse carrément la joue de son bébé comme si c'était le sien et Élise, elle a beaucoup trop peur qu'elle lui fasse le moindre mal. Notre amie, elle est folle de rage, mais elle ne sait juste pas quoi faire. Elle a peur d'entrer et que la femme menace de faire du mal à son enfant si jamais elle lève les bras ou ce genre de choses. Elle continue donc de regarder discrètement par la fenêtre et là, elle voit cette femme poser son enfant dans un berceau tout miteux. Ensuite, elle part dans une pièce et là, Élise dans sa tête, elle se dit « T'as 30 secondes pour intervenir. C'est le moment, il n'y en aura pas d'autre. » Elle prend donc la poignée de la fenêtre, elle l'ouvre, elle regarde son enfant et elle s'introduit à l'intérieur de la cabane en bois. Elle marche sur la pointe des pieds pour aller récupérer son fils. Elle est tout près du berceau, mais à ce moment-là, c'est le drame absolu. La femme revient de l'endroit où elle était avec un biberon dans les mains. Les deux femmes se regardent en silence. Personne ne bouge. Donc Élise, elle commence à lui parler et à lui dire « Écoute, je veux juste récupérer mon bébé. Je ne voulais pas m'introduire comme ça chez toi. Tu m'en excuseras. » Et c'est là que le regard de la femme, il devient complètement noir et elle lui répond « Dégage, espèce de grognasse, parce que c'est mon fils. » Élise, elle sait pas du tout comment s'y prendre, ni même quoi faire. Elle sait pas si elle doit hurler, prendre son enfant et se barrer, ou juste essayer de comprendre pourquoi cette femme est en train de s'imaginer toute une vie. Mais en fait, elle n'a même pas le temps de se poser la question que la femme lui fonce dessus et elle la pousse hyper violemment contre l'armoire qu'il y a derrière elle. Notre amie, elle se cogne la tête brutalement et elle tombe par terre. Elle est complètement secouée et elle ne voit presque plus rien pendant quelques secondes. Pendant ce temps, l'inconnue, elle prend le bébé qui est dans le berceau et elle lui répète « Maintenant, c'est mon fils. Est-ce que vous entendez bien cette phrase ? Il fallait mieux s'en occuper et garder un œil sur lui au supermarché. C'est tout simplement de la négligence. » Imaginez-vous bien, Élise à ce moment-là, elle est complètement dans les vapes. Elle essaye tant bien que mal de se relever, mais elle est vraiment beaucoup trop sonnée. Et du coup, la femme, elle quitte la maison avec son enfant et Élise, qui est encore au sol, elle entend le bruit de la voiture qui démarre. À ce moment-là, elle arrive à se dire que c'est fini, qu'elle ne reverra plus jamais son enfant, mais par un miracle, le moteur de la femme s'arrête presque instantanément et Élise, elle entend la voix de son mari. Alors, elle n'arrive pas à capter s'il s'agit d'une hallucination, d'un rêve, d'un cauchemar ou si c'est bel et bien la réalité. Elle l'entend très vite hurler sur la femme de lui rendre son bébé, sinon, c'est simple, il va lui péter la gueule. Imaginez-vous, les émotions à ce moment-là, pour Élise, c'en est trop et elle finit par perdre connaissance. C'est 10 minutes plus tard qu'elle se réveille et quand elle ouvre enfin les yeux, elle voit tout un tas de policiers qui sont dans la maison, dans le jardin et elle voit aussi une chose et elle nous explique même que
c'est probablement la plus belle chose qu'elle ait vue de toute sa vie. Elle aperçoit son mari avec leur enfant dans les bras. Je ne vous explique pas le soulagement qu'elle a ressenti à ce moment-là. Une équipe médicale prend en charge Elise, il l'emmène dehors pour qu'elle puisse prendre un petit peu l'air. Il lui explique que quand elle a appelé son mari sur le parking du supermarché, lui, il a eu un extrêmement bon réflexe, il a décidé d'appeler la police pour qu'ils le suivent de très près. Et eux, eh bien, ils se sont chargés d'appeler une équipe médicale, etc. Elise, dites-vous qu'à ce moment-là, elle peut enfin serrer son enfant dans ses bras, donc ça a duré à peine 1 heure, mais pour elle, 1 heure, c'est comme si c'était 3 semaines. Et cette femme qui a essayé d'enlever leur enfant, elle a été mise en garde à vue et ce n'est que quelques jours plus tard que le verdict est tombé. Le couple a été rappelé par la police et on leur a tout expliqué. Cette femme, en fait, elle a avoué qu'elle avait bel et bien tenté d'enlever l'enfant au supermarché et la raison qu'elle a donnée aux enquêteurs, c'est parce qu'apparemment elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a toujours rêvé d'en avoir un, mais malheureusement, la nature a fait qu'elle ne pouvait pas. C'était pourtant son rêve le plus cher, mais malheureusement, eh bien, ce n'était pas possible. C'est d'ailleurs pour cette même raison que son mari l'a quittée quelques années plus tôt, enfin du coup son ex-mari. Pour elle, cette rupture, ça a été un coup de massue, mais lui en fait, il ne se voyait pas rester avec une femme avec qui il ne pourrait pas avoir d'enfant. Et du coup, après ce traumatisme, elle a essayé d'en adopter, elle a fait dossier sur dossier, elle a attendu pendant hyper longtemps une réponse favorable, mais 2 jours avant l'incident du supermarché, on lui a dit que son dossier d'adoption n'avait juste pas été retenu. Du coup, dans sa tête, tout est parti en vrille. Elle s'est donc dit que la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'était d'aller dans un supermarché et de carotte le premier enfant qu'elle voyait. À ce moment-là, Elise comprend que son réflexe de maman a vraiment sauvé la situation. Alors que tous les employés ont ordonné à tout le monde de chercher le bébé dans le magasin, elle a préféré aller voir sur le parking et son intuition lui a dit: il y a un truc qui se passe, ce qu'a dit, c'est le tien. Cette femme, c'est elle qui a carotte ton enfant, donc il faut que tu la suives. Dites-vous que si elle n'avait pas fait tout ça, peut-être que son enfant serait dans un avion pour l'autre bout du monde. Ça, malheureusement, et enfin, plutôt heureusement, j'ai envie de dire, on ne saura jamais. Après cette histoire, Elise, elle nous raconte que ça a été vraiment très difficile pour eux de se reconstruire. Pendant un très long moment, elle a été extrêmement protectrice avec son enfant et elle a eu des angoisses pendant des années et des années. Elle en a fait des cauchemars, elle ne voulait même plus sortir au parc avec lui de peur que quelqu'un vienne le piquer, enfin plutôt le kidnapper, je sais pas si c'est une expression suisse. Elle nous dit quand même qu'aujourd'hui ça va gentiment mieux, mais que logiquement ce genre de traumatisme, eh bien ça laisse des séquelles à vie. En tout cas, le plus important c'est qu'aujourd'hui le bébé aille bien, que Elise aussi, son mari également, et que toute la petite famille vive heureuse, et on espère sincèrement que ce sera le cas pour toute leur vie. Voilà, j'espère que ces 2 histoires vous auront plu, en tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à vous les raconter comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir ainsi que de s'abonner à cette chaîne. On est de plus en plus, vraiment la chaîne, elle enregistre des statistiques incroyables ces derniers temps. Et ça, c'est parce qu'il y a plus de vidéos, mais c'est surtout grâce à votre soutien. Moi je crois que je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous retrouve très très vite dans 2 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, je vous fais de gros bisous, c'était Melvin, ciao tout le monde.